Voilà, bonsoir à tous. Non, non, pas encore. Voilà. Bonsoir à tous. Dans ce webinaire sur un sujet d'actualité très attractif, très important, l'accès à la terre des jeunes et des moins jeunes porteurs de projets en permaculture, en agroécologie. Nous avons aujourd'hui cinq personnes parmi les meilleures pour traiter le sujet, à la fois en France et en Belgique, et nous bénéficions aussi d'un appui technique de Laurence et Léonore qui vont beaucoup nous aider à collecter vos questions dans la deuxième partie de l'exposé. Alors, tout d'abord, on aura un exposé de Zoé Gallet, qui travaille à Terre en Vue, et puis de quatre personnes qui ont la pratique de l'accès à la terre, puisqu'ils donnent accès à la terre à des porteurs de projets sur leur terrain. Alors, Zoé Gallet a un master en droit de l'UCL. Elle a aussi un master en microfinance de la Solvay Brussels School. Vous allez voir que les CV des gens d'aujourd'hui ne sont pas tristes, mais ils finissent tous à cultiver des légumes après chez eux. Elle est chargée de projet à Terre en Vue, une coopérative qui rassemble l'épargne citoyenne locale et acquiert des terres agricoles pour la mettre à disposition de porteurs de projets en agriculture. Puis nous aurons Olivier Lefebvre qui a un master en finance de la Cornell University et un doctorat en économie de l'UCL. Il a consacré l'essentiel de sa carrière à la gestion d'entreprise et à la finance. Il est cofondateur de PermaProjects et avec son épouse Anne-Sophie, ils soutiennent de jeunes entrepreneurs, des maraîchers, des producteurs de semences et d'autres porteurs de projets dans le lancement de leur activité agroécologique et permaculturelle. Et PermaProjects met à disposition des terrains, des équipements et un encadrement scientifique et technique complet, et un encadrement administratif aussi sur 2 sites, à Waterloo, au sud de Bruxelles, et à Haché, dans la commune d'Amois, près de Ciney. Ensuite, Philippe Palin, qui lui est en France. Les deux orateurs précédents sont basés en Belgique. Philippe dispose d'un master en ingénierie chimique et puis a aussi un MBA en Business Administration de l'Université de Rochester à New York. Il a été pendant longtemps cadre supérieur chez Alstom, où il s'occupait des problématiques environnementales et notamment énergétiques. Et avec son épouse Brenda, il gère la ferme des Gâtines Rouges, qui est une ferme d'environ 100 hectares, mais sur laquelle il donne accès à la terre et maraîchers. Alexis Delis-Dekerck est bio-ingénieur. Il a un double diplôme de master en agriculture bio et agroécologie de l'université de Wageningen et de l'ISARA à Lyon en France. Il est cofondateur de la ferme de Froidefontaine, qu'il définit comme une ferme pleine de vie, ce qui est très poétique, et il donne aussi accès à des producteurs et des transformateurs de produits alimentaires et d'autres entrepreneurs ruraux, qui développeront évidemment tout ça par la suite. Et il est accompagné de Gaëtan Seny, son associé, qui est juriste de l'UCL et qui a fait un petit passage à l'université d'Ottawa aussi, et qui est donc aussi cofondateur de la ferme de Froidefontaine, et il a travaillé avant ça dans le secteur associatif. Voilà, alors je donne immédiatement la parole à Zoé, qui va expliquer le rôle de la coopérative Terre en Vue, qui est un peu l'équivalent belge de l'association française Terre de Liens. Parfait, merci Alain. Du coup, je vais partager mon écran. Hop. Comme ceci, un diaporama. Hop. Voilà. J'espère que vous le voyez. Donc voilà, effectivement, je vais avoir quelques minutes pour vous présenter Terre en Vue. Je vais d'abord commencer par le contexte wallon aussi pour
voilà, remettre les choses dans un contexte, puisque l'accès à la terre, c'est important voilà, de bien comprendre tous les enjeux qui sont assez complexes. On en a encore récemment parlé ici dans l'actualité. Alors, bon, quelques constats avec lesquels sans doute la majorité d'entre vous sont familiers, mais qu'il est important de reprendre ici. Donc, au niveau de la Wallonie, on a plus ou moins 700 000 hectares de terres qui sont consacrés à donc, la surface agricole utile. Cette surface agricole est malheureusement toujours en constante diminution par différentes pressions, tant urbanistiques que d'autres utilisations dont je reparlerai juste après. Donc ça, c'est un premier facteur, c'est la pression sur les terres, donc voilà, sur la pression sur la surface. Alors, le deuxième facteur, c'est la diminution constante du nombre de fermes que nous pouvons compter en Wallonie. Donc, nous sommes environ à 12 000 fermes. En 1990, on était encore à quasiment 30 000. Donc, on a diminué plus de la moitié de nos fermes. On a perdu la moitié de nos fermes en 30 ans. Parallèlement à ça, on voit une augmentation en fait de la surface moyenne des fermes et donc on peut conclure à simplement une concentration des terres. On a des fermes de plus en plus grandes et une disparition de toutes les petites fermes plus de taille familiale et accessible. Donc là, c'est une grande question qu'on peut se poser. Alors, sur les dernières années, selon les recensements, on voit un léger rehaussement qui ne figure pas ici sur le graphique parce qu'ils sont encore difficiles à percevoir, mais on peut espérer qu'effectivement, cela reflète la réalité et qu'il y a donc quelques nouvelles fermes qui se créent. Donc ça, c'est évidemment un élan à soutenir, même si c'est encore minime par rapport aux besoins. Alors, troisième constat, c'est la question du nombre d'agriculteurs, qui est aussi malheureusement en diminution constante, avec un âge moyen des agriculteurs qui est de 55 ans, et donc une grande question qui se pose par rapport aux 10 prochaines années, et donc à la question de la transmission de nos fermes et de la reprise des fermes. Donc, qui va reprendre nos fermes? Donc, non seulement plus de la moitié de nos agriculteurs ont plus de 50 ans, comme vous voyez sur le graphique ici, mais en plus, plus de la moitié, enfin quasiment la moitié sont sans successeur et plus de la moitié ne savent pas s'ils ont un successeur déjà confirmé pour leur ferme. Donc voilà, la question est vraiment cruciale pour les 10 années à venir de savoir comment est-ce qu'on va assurer l'avenir de notre agriculture, qui est donc la production première pour tout notre système alimentaire qui est remise ici en question. Alors, puisqu'on se concentre aujourd'hui sur vraiment l'accès à la terre, quels sont les différents facteurs? Alors, on a en région wallonne, depuis 2017, maintenant, un observatoire du foncier agricole qui nous permet d'avoir quand même les moyennes des prix. Donc, on sait qu'en France, cet observatoire date des années 60, donc vous avez beaucoup plus de recul sur l'évolution du marché acquisitif foncier. Nous, par contre, donc en Wallonie, on a des chiffres objectifs que depuis 2017. On constate quand même malheureusement une grande augmentation constante. Nous, on l'expérimente encore plus concrètement avec Terre en Vue, assez directement. Malheureusement, ici, il y a vraiment 2 nouvelles acquisitions qui, comparées à des acquisitions qu'on a effectuées dans les années précédentes, donc dans les 3 années qui précèdent, montrent vraiment une grande augmentation des prix. Donc, il faut savoir qu'il y a en moyenne que 1% de la surface qui est vendue chaque année en terres agricoles, ce qui veut dire qu'il y a peu de ventes par rapport quand même au nombre d'acheteurs et que donc ça met directement une pression sur les prix. Alors, quels sont les autres facteurs qui contribuent à ces pressions sur les prix? J'ai déjà un petit peu évoqué évidemment la pression urbanistique, mais aussi d'autres usages qui sont non nourriciers des terres agricoles. Donc, il y a les zonings industriels, mais il y a aussi, même au sein du secteur agricole, des questions à se poser. Par exemple, le développement
assez récent de l'élevage de chevaux qui met quand même pas mal de pression sur les prix. Dans certaines régions localisées, il y a aussi le développement de monoculture de sapins de Noël, puisque c'est bientôt la saison. Ça vaut la peine quand même de se poser la question, de se rendre compte qu'en fait, nos sapins de Noël occupent de la terre agricole qui pourrait être nourricière, qui pourrait être maintenue comme nourricière, et en plus, elle dégrade le sol. Donc, c'est des questions importantes à se poser. Outre donc évidemment l'urbanisation, le développement des infrastructures, que ce soit routières, zoning, etc. Donc tous ces usages mettent évidemment une pression sur le foncier. La rareté de l'offre, j'en ai parlé, les opportunités de plus-value, les concurrences aussi, simplement même entre agriculteurs, hein, vu la rareté de l'offre, ça met aussi une pression sur les prix. Et alors évidemment aussi l'absence de politique foncière. Donc là, on a une grande différence entre la Wallonie et la France, puisqu'on n'a pas du tout de régulation du marché des terres agricoles, donc au niveau acquisitif. Alors qu'on a une régulation forte que nous soutenons très fortement avec Terre en Vue, qui est la question de la législation sur le bail à ferme, donc le statut du fermage. Il est assez similaire à ce qui prévaut en France aussi. Donc, un marché locatif qui est vraiment cadenassé par cette loi sur le bail à ferme, et à côté de ça, un marché acquisitif qui est totalement libéralisé, et donc évidemment une forte tension entre les deux, puisque quand on achète un hectare de terre à un prix moyen de 36 000 € l'hectare, c'est difficile de louer cette terre à 300 € par hectare par an, ce qui est prévu par le bail à ferme. Et donc là, une grande tension entre ces deux marchés qui pose question, et nous, on milite pour une régulation plus importante du marché foncier, ça nous paraît vraiment essentiel. Et alors encore un facteur évidemment qu'il faut souligner, c'est la contribution de la politique agricole commune sur cette pression, étant donné que les aides PAC sont liées à l'hectare et que donc ça pousse les agriculteurs aussi à réunir un nombre d'hectares suffisant pour avoir suffisamment d'aides en soutien à leur activité. Et donc ça pousse une recherche, une course à l'hectare. Alors, on en arrive du coup à des prix qui sont surévalués par rapport à la capacité nourricière. Si aujourd'hui, on devait rembourser avec la production agricole un hectare de terre qui est payé à 36 000 € l'hectare, vous pouvez imaginer le nombre d'années qu'il faut avec des denrées agricoles et alimentaires qui sont vendues au prix où elles sont vendues aujourd'hui, combien d'années il faut pour rembourser ces montants. Donc, on arrive à des aberrations vraiment importantes, totales. On voit aussi une évolution dans le capital de l'agriculteur, de la proportion que prennent les terres dans le capital de l'agriculteur. Donc, voilà, investir dans la terre au prix actuel, ça empêche l'agriculteur aussi d'investir dans les autres moyens de production. Et donc, voilà, ça c'est aussi une grande question. Alors, les actions politiques qui ont été menées récemment au niveau de la Wallonie, je ne vais pas trop m'étendre parce que sinon je vais laisser passer beaucoup de temps, mais outre l'observatoire foncier et la réforme du bail à ferme qui a eu lieu récemment, on en reparlera sûrement, voilà, il y a quand même des choses qui se passent, des envies, des pouvoirs publics qui annoncent actuellement qu'ils veulent acheter des terres, une banque foncière qui avait été annoncée, un droit de préemption qui peut être utilisé par la Wallonie, mais concrètement, voilà, nous on trouve que c'est assez limité ce qui se fait réellement par les politiciens aujourd'hui et par les pouvoirs publics par rapport aux besoins criants des agriculteurs, que ce soit les agriculteurs déjà installés, que ce soit les nouveaux agriculteurs qui veulent s'installer, les besoins sont vraiment très importants. Alors, on essaye, vaille que vaille, dans la mesure de nos moyens, avec Terre en Vue, justement, de contribuer du coup à ces besoins. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment Terre en Vue est née. Donc, comme ça a été annoncé, effectivement, on a été fortement inspiré par Terre de Liens, d'ailleurs même accompagné, et régulièrement, on les rappelle pour bénéficier de leur expérience, leur précieuse expérience. Alors, Terre en Vue a été constituée par différentes associations et on a toujours gardé cette caractéristique qui est de fonctionner en réseau et en partenariat fort avec différentes associations, dont notamment 2 syndicats agricoles que sont la FUGEA et le Mouvement d'Action Paysanne, avec qui on travaille main dans la main.
On a été constitué aussi par Crédal, qui est une banque coopérative qui fait du microcrédit pour les agriculteurs. Et là aussi, on travaille en partenariat, puisque souvent, il y a des allers-retours entre le crédit qu'ils peuvent obtenir chez Crédal et l'accès à la terre via Terre en Vue. Voilà, les autres associations, ce sont des associations citoyennes, des ONG internationales qui ont estimé important de rejoindre Terre en Vue et de collaborer, notamment aussi pour le relais politique. Donc voilà, tout ce qu'on observe sur le terrain, on essaye de le relayer le mieux possible au niveau politique pour essayer de faire avancer justement les choses au niveau aussi systémique. Alors nos objectifs, donc Terre en Vue est vraiment un mouvement citoyen, citoyen agriculteur, dans l'objectif évidemment de préserver les terres pour soutenir l'agriculture wallonne et vraiment faciliter l'accès pour le maintien, le développement et la création de fermes en agroécologie. Le deuxième objectif de Terre en Vue est vraiment de reconnecter les agriculteurs et les citoyens et les agriculteurs pour que les agriculteurs ne soient pas seuls face à tous ces enjeux. On dépend tous d'eux si on veut se nourrir demain, aujourd'hui et demain. Et donc, ça nous paraît vraiment essentiel que les gens comprennent mieux en fait les enjeux et des liens plus directs avec les agriculteurs et que les agriculteurs se sentent soutenus et puissent se tourner vers des communautés, des cercles, des personnes qui peuvent les encourager ou trouver des solutions quand ils sont face à certains blocages. Nos activités se résument en 3 axes. Faciliter l'accès à la terre, je vais surtout me concentrer là-dessus. Conscientiser, pour faciliter l'accès à la terre, on a des projets d'acquisition et donc on doit réunir pas mal de moyens financiers et donc on est de toute façon obligé de conscientiser des futurs coopérateurs, mais de toute façon, comme je disais, c'est de toute façon un objectif en soi aussi de faire prendre conscience de tous ces enjeux. Et le troisième axe, donc l'expertise, comme je disais, c'est important pour nous de relayer aussi toutes nos observations de terrain au niveau politique. Alors au niveau des critères de projets qu'on soutient, donc on s'inscrit vraiment dans la philosophie de l'agroécologie. Il faut que les projets soutenus soient des projets nourriciers, qui soient ouverts à la communauté, donc qui s'inscrivent dans les circuits courts, ou les ventes les plus directes possibles, que ce soit des fermes ouvertes. Alors évidemment, le respect des ressources. On n'exige pas le label bio, mais on en est très proche et la quasi-totalité des fermes soutenues par Terre en Vue sont labellisées bio. Elles doivent avoir un objectif d'autonomie et une viabilité économique voilà, qu'on suit de près et sur laquelle on échange beaucoup parce qu'il y a là aussi, il y a beaucoup à innover sur la viabilité économique et sur les modèles qui permettent de soutenir mieux les agriculteurs. Ce sont des projets professionnels qu'on soutient. Donc là, on se distingue vraiment de tout ce qui est potager collectif, etc., ou dynamique citoyenne ou en autarcie. Donc c'est vraiment l'agriculture professionnelle dans le but d'avoir des ventes et un contact avec l'extérieur. Évidemment, des gens aussi ouverts au dialogue. Alors, Terre en Vue est structurée en trois structures juridiques. C'est important de souligner pour savoir un petit peu comment on est financé. Donc, on a d'abord une coopérative. Je vais commencer par la coopérative parce que c'est vraiment le cœur de Terre en Vue. La coopérative réunit donc l'épargne citoyenne. Elle est exclusivement financée par l'épargne citoyenne. Pas d'emprunt bancaire, pas d'autres soutiens que les coopérateurs qui réunissent leur épargne pour acquérir les terres. Donc 100% de l'épargne va pour l'acquisition des terres et la coopérative vit en elle-même du fait du petit revenu qui lui revient via les loyers, mais donc qui est limité puisqu'on se calque sur le fermage légal. Donc vu les moyens qu'on doit réunir pour acheter les terres, c'est un petit revenu qui permet tout juste à la coopérative de vivre et de vivre à long terme surtout, de pouvoir préserver les terres à très long terme. À côté de la coopérative, on a une association qui est financée principalement par les pouvoirs publics, donc par les subsides, mais aussi par les dons et cotisations, et qui donc accompagne tous les projets. Il y a une troisième structure qui est une fondation d'utilité publique qui nous permet de recevoir des terres en legs et de les mettre également à disposition. Alors, ce qui est important de savoir pour un coopérateur qui veut rejoindre Terre en Vue, l'idée c'est vraiment de prendre des parts, donc c'est pas un don, mais c'est vraiment un placement d'argent dans la coopérative. C'est 100 € par part et c'est un placement, donc ça veut dire que c'est aussi de l'argent qui reste notre propriété quelque part à chacun. Donc on est comme ça tous ensemble à pouvoir acquérir les terres et un petit peu tous co-responsables
et des terres qu'on acquiert, mais avec la possibilité aussi éventuellement de retirer notre argent si c'est nécessaire, à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre qui prend notre place dans la coopérative, afin de ne pas devoir revendre des terres pour rembourser des gens. Alors, en quelques chiffres, juste pour revenir, donc du coup, la coopérative alors achète des terres, les met à disposition selon un contrat très proche du bail à ferme. Et voilà, il n'y a pas de retour direct pour les coopérateurs au niveau financier, mais il y a une inscription évidemment dans le mouvement Terre en Vue et donc un lien direct avec les fermes. Les coopérateurs peuvent choisir de dédier leur part à une ferme en particulier. J'avance le plus vite possible. Merci Alain. Donc voilà, quelques chiffres pour vous donner une idée. Donc on est plus ou moins à 3 millions d'euros de capital social qui ont été nécessaires pour réunir 85 hectares de terre, un peu plus de 85 hectares de terre. Donc vous voyez aussi les moyens qu'il faut mobiliser qui sont liés donc évidemment au prix des terres. Et donc 2000 personnes quasiment qui nous ont rejoints pour financer tous ces beaux projets donc, que je présente ici, que vous pourrez regarder sur le site internet en plus de détails pour les découvrir. Je vous invite même évidemment à suivre nos activités, à participer à différentes activités qu'on organise parce que le but, nous, c'est vraiment de ramener les gens dans les fermes et d'avoir des échanges. Au niveau de l'agroécologie, puisque c'est quand même l'objet aussi de ce soir, on a beaucoup de discussions au niveau des pratiques agricoles parce qu'on organise une commission agroécologie qui est organisée pour les agriculteurs dans les fermes, 4 à 5 fois par an, on échange sur les pratiques. Et donc là, on voit aussi tout l'intérêt de participer, de s'inscrire dans un mouvement comme Terre en Vue pour les agriculteurs. Et donc là, c'est toute la dynamique citoyenne qu'on développe à travers un réseau d'ambassadeurs, à travers les groupes locaux qui se constituent autour de chaque ferme. Donc, comme on peut dédier nos parts à une ferme en particulier, on fait alors partie du groupe local et on peut soutenir directement l'agriculteur. On organise aussi des ateliers plantes bio-indicatrices, on pourra en reparler si vous le souhaitez par la suite. Mais donc, plein d'ateliers sur les fermes pour vraiment favoriser les échanges. Voilà, j'ai terminé pour laisser quand même du temps pour les autres. Donc, n'hésitez pas à participer au mouvement Terre en Vue. Et si vous avez des questions, je suis toute oui pour la suite. Merci. Voilà, merci Zoé. Alors, oui, il y a une petite vidéo aussi qui va être diffusée. Voilà, pour que vous ayez quelques images. Et on a un problème de son, manifestement. Donc, s'il n'y a pas le son, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à la regarder. Est-ce que c'est juste chez nous ou bien c'est... Ah, voilà. Voilà, maintenant le son arrive. Investir des parts dans Terre en Vue, c'est que j'ai très vite senti que Terre en Vue, ce ne sont pas des gens, des doux rêveurs, mais qu'il y a vraiment un contrôle sur le respect du cahier des charges par le cultivateur de cahier des charges qui est réalisé par Terre en Vue. Et cette analyse de sol, c'est au début. Et alors, il y a une visite annuelle de suivi des pratiques agroécologiques et du projet dans sa globalité de Terre en Vue. Moi, je trouve que c'est très positif parce que c'est à la fois une sorte de contrôle et un bâton derrière la porte pour nous inciter à bien travailler, mais c'est aussi un soutien. Comme le travail qu'on fait avec Terre en Vue, d'analyser les sols, de regarder comment ils évoluent. Il y a quand même un travail qui se fait ensemble, de se pencher sur l'évolution de la Terre. C'est un travail qui est beaucoup plus carrément différent, qui est quand même plus dur, il faut le dire, mais qui apporte beaucoup plus de plaisir qu'avant. Donc voilà, moi ce qui m'apporte c'est d'abord ça, et alors après vient la grande question de voir les gens qui suivent ce modèle agricole et qui, en suivant ce modèle agricole, ben, je vais dire, c'est eux qui vous boostent un petit peu à aller plus loin dans la démarche. La terre est
à tout le monde. Et je veux dire, il faut la gérer du mieux qu'on peut. Et je fais du mieux que je peux partout. Mais il y a certains investissements que je ne vais pas faire sur des terrains que je sais qu'ils ne vont pas rester 40 ans. Une de mes préoccupations, c'est vraiment de rendre à la terre sa dignité. Et donc de pouvoir vérifier que le cultivateur cultive de manière correcte la terre, en lui redonnant vie en quelque sorte. C'est vraiment très très important pour moi. Il faut savoir que c'est une nécessité. C'est pas simplement quelque chose qu'on peut faire un peu le dimanche. Il faut vraiment faire quelque chose pour que ces terres restent disponibles pour les agriculteurs. Que sans terre, il n'y a rien. Voilà, ben une vidéo, c'est toujours plus vivant. C'était une belle illustration. Merci Zoé. Et donc maintenant, je voudrais donner la parole à Alexis et à Gaëtan. Oui, bonjour tout le Oui, monde. n'hésitez pas aussi d'écrire vos questions dans le chat de Facebook. On va synthétiser tout ça et tout à l'heure, on y répondra. Voilà, bonjour à tous. Merci Alain, merci Zoé. J'espère que vous m'entendez. Gaëtan, si tu peux projeter la vidéo, comme ça aidera tout le monde à suivre nos propos. Donc, je me présente, Alexis Delitkerk, et ici, je suis avec Gaëtan Seny. On est tous les deux coordinateurs de la ferme de Froidefontaine, ainsi qu'avec Nicolas Beckart, qui est le troisième pilier de notre trio. C'est une ferme qui est aussi dans le contexte wallon, donc on est dans le même contexte que celui que vient d'expliquer Zoé. Alors, en attendant que Gaëtan lance la présentation, je vais déjà vous expliquer. Voilà. Voilà, donc j'espère que tout le monde pourra voir. Ce soir, on va vous expliquer donc en quelques minutes le modèle que nous avons choisi pour permettre l'accès à la terre à plusieurs agriculteurs au sein de l'exploitation. Alors, peut-être 30 secondes d'histoire. En fait, en 2017, l'exploitant agricole Joseph prend sa retraite sans repreneur et cette ferme qui appartenait à mon oncle se retrouve quelque part sans agriculteurs. C'est là qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer de créer un prototype, d'essayer un modèle par lequel des jeunes ou des moins jeunes puissent avoir accès à la terre et développer leur activité. Donc, ça veut dire que moi-même et Gaëtan, nous ne sommes pas producteurs, mais nous accompagnons des producteurs dans le développement de leur activité. Et on va y venir tout de suite. Petite slide ici, simplement pour vous dire que la ferme, ce n'est pas uniquement, la ferme de Froidefontaine, ce n'est pas uniquement regarder l'accès à la terre, mais c'est d'une part à l'humain, accueillir du monde ici dans le cadre de formation, de sensibilisation sur les thématiques d'agriculture écologique. Donc ça, ce sont on va dire les flèches bleues dans le schéma. Et puis, il y a tout un pôle jaune qui est notre activité d'incubateur d'entreprise, accueil de jeunes ou de moins jeunes, comme je viens de l'expliquer. Et puis, ce pôle recherche-action, c'est ce fait qu'on est à la recherche de solutions, d'essais pour répondre à certains ou tenter d'amener notre pierre à l'édifice dans les grandes réflexions sur une agriculture plus harmonieuse. Et puis, voilà, on a le souhait, comme beaucoup de monde, de travailler à réduire nos émissions carbone et à augmenter notre maillage écologique. Donc, ce sont nos rêves, nos aspirations. On reste une petite équipe et donc, il y a beaucoup qui reste à faire. Et ce soir, on va juste mettre l'accent sur l'accès à la terre. Et donc, c'est ce qui concerne notre incubateur d'entreprise, si je peux dire, et les recherches que nous avons faites sur le sujet. Voilà. Et je vais passer la main directement à Gaëtan qui va vous expliquer un peu les technicités. Bonsoir à tous. C'est intéressant, je crois, de passer après Zoé et Terrenvue, parce qu'on a un modèle peut-être complémentaire, peut-être pas aussi révolutionnaire. Je crois que le positionnement que nous on a pris au départ, c'était de se dire, voilà, on va essayer de mettre en place un modèle qui s'inscrit dans le contexte
qu'on connaît, qui est existant en Wallonie, avec à savoir des propriétaires fonciers qui ont des terres qui ne souhaitent pas toujours vendre, et d'autre part des agriculteurs. Bon, nous, on a beaucoup travaillé avec des limaculteurs, mais donc des agriculteurs qui ne parviennent pas à accéder à des terres. Et alors, le contrat, on l'a déjà évoqué plusieurs fois ce soir, hein, le contrat du bail à ferme semble être un régime qui ne permet pas de trouver un terrain d'entente entre, d'une part, ces propriétaires fonciers et, d'autre part, des entrepreneurs partenaires qui sont à la recherche de terres. Donc là, on a identifié un problème et on s'est dit, ben voilà, comment est-ce que dans ce contexte-là, on pourrait tenter de mettre sur pied un contexte qui permette de trouver un terrain d'entente. Et alors, au départ de notre initiative, il y avait aussi forte la conviction de vouloir encourager une agriculture qui favorise une transition vers des pratiques durables. Alors, on n'a pas mis un terme bien spécifique, en tout cas au début, sur les pratiques, hein, de permaculture, agroécologie. On n'a pas défini ça de manière précise, mais il y avait en tout cas de la volonté d'aller loin et de permettre l'établissement d'un cahier des charges qui soit contraignant pour la personne qui occupe la terre. Alors, il y a plein de solutions plus ou moins construites, plus ou moins abouties, qui ont été tentées en Belgique. On en a vu pas mal. Alors, contrairement à ce qu'a dit Alain en introduction, moi, je n'ai pas d'expérience dans le secteur associatif. J'y suis venu maintenant, mais avant, j'avais une expérience en tant qu'avocat en droit des sociétés. Donc, c'est peut-être cette expérience préalable qui m'a poussé, dans le cadre de Froide-Fontaine, à aller dans le type de solution qu'on a développé. Ce que je vous suggère, c'est de vous exposer le modèle qu'on pratique à Froide-Fontaine à travers un exemple très pratique qui est très terre à terre, qui est celui de la poule qui roule, qui est une initiative, un projet donc de poulet en poulet de chair, en poulailler mobile, qui a été lancé par Juliane, qui est un de nos agriculteurs partenaires à la ferme de Froide-Fontaine. Et donc, il y avait la volonté d'établir avec lui un partenariat qui lui permette à la fois à lui d'accéder aux terres sur du long terme et qui permette aux propriétaires de savoir que ce n'était pas un bail à durée indéterminée sur plusieurs générations et que par ailleurs, tout le monde dans le partenariat puisse s'assurer que des conditions écologiques seraient respectées. Et ce que nous avons mis en place à la ferme de Froide-Fontaine, c'est un modèle qui est basé sur la loi sur le bail à ferme, qui prévoit que dans certains cas, on peut faire exception au régime de la loi. Et notamment dans le cas où la personne qui apporte la terre dans le cadre du partenariat participe de manière substantielle, et substantielle, la jurisprudence considère que ça signifie 50%. Donc si la personne qui apporte la terre participe à hauteur de minimum 50% dans les investissements et dans les risques de perte. Alors au départ, on s'est dit, mais ça, on va pas se lancer dans un modèle de ce type-là. C'est pas du tout notre objectif ou notre objet social ou notre mission d'aller participer aux investissements des agriculteurs et prendre notre part dans le risque de leur activité. Et puis en fait, en y réfléchissant de manière un peu plus approfondie, on s'est rendu compte que ces deux contraintes, eh bien, elles correspondaient à deux défis fondamentaux qu'on avait identifiés pour les jeunes agriculteurs et en particulier les limaculteurs. À savoir la difficulté de financer les investissements au départ de l'activité, et puis alors cette difficulté qui se fait de plus en plus criante avec la crise climatique qu'on vit, qui est le fait qu'une mauvaise année peut vite signifier la fin de l'activité. Et donc, on s'est rendu compte que ça valait peut-être le coup de pousser la réflexion un peu plus loin sur la base de ce modèle-là. Et donc, typiquement, avec Juliane, donc on a constitué une société en commun, donc c'est Froide-Fontaine SCRL et Juliane, qui ont ensemble constitué une société qui a pris la forme d'une société en commandite, et chacun, au départ de la société, a mis 50% des investissements de départ. Donc là, on a considéré qu'on pouvait considérer que chacun avait pris une part substantielle dans les investissements qui étaient nécessaires au lancement de l'activité de Juliane, la construction des premiers poulaillers, des loges et des fonds de roulement pour des poussins, pour l'alimentation. Et puis, on a été un pas plus loin et on a dit, OK, donc ça, c'est bon pour 50% des investissements, mais l'article précise aussi que la personne qui apporte la terre doit prendre 50% dans les risques de perte. Et là,
au-delà du risque de perte sur les investissements, on s'est dit que le risque de perte, il fallait aussi le comprendre sur le temps de travail qui enfin, le temps de travail de l'agriculteur. Et donc, on a mis en place un système qu'on appelle de manière un peu technique, donc, une convention de cautionnement qui prévoit, alors je vais vous passer les détails, donc on peut revenir sur la technicité plus tard si ça vous intéresse, mais qui prévoit que donc Froide-Fontaine prend une part du risque de non-rémunération de l'agriculteur si il ne vend pas sa production pour une raison XY, si, imaginons, donc, il y a une perte totale de la production de poulet parce qu'il y a eu une grippe aviaire, quelque chose comme ça. Donc, il y a une prise de risque de Froide-Fontaine dans le risque salaire également. Ce qui se passe, c'est que donc Froide-Fontaine prend les terres sous un contrat de location auprès d'un propriétaire et puis les sous-loue dans le cadre de ce partenariat intégré avec l'agriculteur. Et voilà, donc ce qu'on vous disait tout à l'heure également, c'est qu'il y a un cahier des charges écologiques contraignant qui est prévu. Donc ça, c'est une des choses que nous permet cet article 2 quatrièmement, c'est une chose que le bail à ferme belge ne nous permet pas. Je sais qu'en France, il y a un bail à ferme environnemental qui va plus loin sur les clauses environnementales autorisées. Aujourd'hui, en Belgique, si on n'est pas une association qui a pour objectif la protection de la nature et dans les zones spécifiquement prévues par la loi sur le bail à ferme, il n'est pas possible de conditionner l'occupation de la terre au respect de certaines pratiques écologiques. En tout cas, les clauses qui sont autorisées sont extrêmement réduites. Et donc là, on peut se permettre de conditionner l'occupation de la terre au respect d'un cahier des charges. Ça, c'est le pas suivant que je vous ai, qu'on n'a pas encore évoqué en fait, mais on s'est rendu compte que les fonds qu'on avait mis au départ avec Juliane, alors j'ai pas un souvenir très précis, mais il me semble qu'on avait mis 10 000 € chacun au départ, n'étaient pas suffisants pour lancer l'activité à son rythme de croisière. Et donc, c'est là que l'idée d'avoir constitué une société en commun s'est avérée utile une seconde fois, puisque cette société qu'on a constituée en commun est une start-up qui a moins de 4 ans, qui est une micro-entreprise. Et du coup, cette société a, grâce à la législation fiscale en Belgique, la capacité d'aller chercher des financeurs à des conditions très intéressantes, parce qu'il y a un avantage fiscal pour les investisseurs qui investissent dans ce type de start-up. Et donc, grâce à ce mécanisme fiscal, dont je vous passe les détails aussi, mais sur lequel on peut revenir si vous le souhaitez, eh bien, on a trouvé un arrangement où des investisseurs bénéficient d'un retour sur investissement. Donc, c'est des gens qui sont dans une démarche d'investissement, même si c'est des gens qui, sans doute, renoncent à des retours sur investissement plus importants parce qu'ils considèrent que c'est important d'investir dans une activité qui est durable et qui a du sens, disons. Mais donc, on peut leur donner un retour sur investissement sans que ce retour sur investissement coûte à la société la poule qui roule. Donc, la poule qui roule ne fait que rembourser les investisseurs après 4 ans au fur et à mesure donc, de réduction de capital successive. Et grâce à l'avantage fiscal, eh bien, l'investisseur il trouve, lui, un avantage financier de son côté. Et donc, c'est comme ça que pour la poule qui roule, on a levé l'année dernière 144 000 €, donc, qui ont été apportés par une vingtaine d'investisseurs. Donc, c'était le montant qu'on s'était fixé. Et grâce à ça, Juliane a donc pu lancer son activité et aujourd'hui elle est déjà occupée avec la construction de son 6e poulailler. Le châssis du 7e est en construction. Et Juliane a pu aujourd'hui donc lancer son activité et fournit des rôtisseries, des particuliers et un rythme qui va grandissant. On est en train de renouveler cette expérience avec une autre société en commandite qu'on a bâtie sur le même modèle, qui s'appelle Champ de Barcy, qu'on a constitué avec Benjamin. Cette société-là, elle fait donc des grandes cultures, des pommes de terre, des céréales, des oignons, des carottes et encore d'autres choses à venir. Et donc là, on est en ce moment occupé à lever des fonds et donc on recherche 180 000 € au total pour une levée de fonds qui se terminera en février 2020. Et donc là aussi, l'idée, c'est de fournir un retour sur investissement pour les investisseurs sans que cela ne coûte rien à la société en commandite. Donc, c'est trouver une manière de se financer pour la société qui est plus avantageuse que le financement bancaire. Non seulement parce qu'elle ne paye pas d'intérêt, et en plus parce que l'actionnaire, contrairement à une banque qui prêterait de l'argent,
prend part au risque de l'entreprise lui-même. Si à un moment donné, la poule qui roule ne peut plus, on touche du bois, payer enfin, disons, ne génère plus un chiffre d'affaires, ne génère plus de profit, eh bien, dans ce cas-là, les actionnaires, ils participent au risque de l'entreprise, contrairement à ce qui serait le cas avec une banque qui viendrait chercher ses intérêts assez vite. Donc voilà, partage du risque, dividende nul de la part de la société, puisqu'elle ne fait que rembourser quelque part par des réductions de capital successives. Et alors, par ailleurs, donc l'idée que les investisseurs ne participent pas à la gestion de l'activité. Cette société qu'on a constituée en commun, elle est gérée de manière tout à fait autonome par l'agriculteur. Les investisseurs tiers n'ont pas de droit de vote. Il y a une assemblée générale qui est organisée chaque année et on a déjà fait la première assemblée générale pour la poule qui roule. On s'est rendu compte de l'intérêt que les investisseurs tiers avaient à participer à cette activité et à entendre Juliane sur les résultats de son activité. Et ils sont concertés, mais c'est Juliane qui décide des décisions de gestion. Alexis, je te rends la parole. Oui, on va peut-être aller à la slide d'après parce que on n'a plus beaucoup de temps pour parler. Mais je pense que la raison pour laquelle on insiste sur les solutions de financement, outre la question de l'accès à la terre, c'est parce qu'on se dit que pour assurer le succès et le développement d'une nouvelle activité agricole, qui plus est si ce sont des personnes qui ne sont pas issues d'une exploitation agricole, qui ne reprennent pas l'outil familial, il faut aller au-delà de simplement donner l'accès à la terre, ceci dans l'idéal. Donc le modèle que nous avons bâti à Froide-Fontaine entend apporter différents services à ces entrepreneurs, à ces agriculteurs, l'accès à des terres sur le côté droit de l'image, l'accès à des financements sur le côté gauche de l'image, un accompagnement dans les réflexions stratégiques et accueillir au sein de la même exploitation entre 10 et 15 indépendants qui puissent mutualiser leurs coûts afin de s'en sortir dans ce marché alimentaire très compétitif, éventuellement trouver des débouchés ensemble et aussi offrir des expériences d'accueil du public. Donc, ce que nous essayons de bâtir pas après pas, c'est un écosystème qui soit favorable à des jeunes ou des moins jeunes qui se lancent pour qu'une fois ayant accédé à des terres, qu'ils puissent avoir différentes opportunités pour lancer leurs activités. Donc voilà, peut-être terminer là-dessus et vous dire qu'on est toujours à la recherche de porteurs de projets. Et voilà, vous remercier pour votre attention. Super, merci beaucoup Gaëtan et Alexis, c'était très clair, je pense qu'on a une très bonne vue de ce que vous faites. Et donc ici aussi, on a cette composante qui va au-delà de l'accès à la terre. Je pense que c'est important d'apporter aussi ce service de recherche de financement et d'encadrement technique, administratif, etc. Alors, je passe la parole à Philippe, qui va nous parler de sa ferme des Gâtines Rouges et du maraîcher qui a été accueilli au sein de la ferme. Voilà. Tu as la parole, Philippe. Oui, bonjour à tous. Donc Philippe, je suis le gérant avec mon épouse de la ferme des Gâtines Rouges. Je vais lancer la présentation. Et je vais donc faire cette présentation en deux parties. Une première partie où je vais vous expliquer la dynamique qui nous anime sur la ferme. Et puis une seconde partie dans laquelle j'expliquerai spécifiquement ce que nous avons fait pour l'installation d'un maraîcher sur notre ferme. Je vais essayer de mettre ça en plein écran, mais... bon. Donc, notre ferme, nous avons repris en 2011 une ferme de 100 hectares avec 66 hectares de culture qui avait été conduite en monoculture depuis très très longtemps.
Donc c'était une monoculture blé-orge. Et bon, nous sommes néo-paysans, donc mon épouse et moi, avec aucune expérience agricole. Et la première mesure qu'on a prise en reprenant cette ferme, c'était de passer en rotation triennale. Vous voyez ici une vue des bâtiments, donc c'est un joli ensemble, début 17e, qui appartenait en fait à la tante de mon épouse et dont nous avons hérité. Donc première mesure, on a passé ça en rotation triennale. Moi, à l'époque, j'étais toujours cadre dirigeant chez Alstom, une grosse entreprise française, avec peu de temps pour m'occuper directement de ce qui se passait sur la ferme. Et les cultures étaient faites par un agriculteur voisin en prestation de service. Donc, en 2016, moi, j'ai été licencié économiquement là, de chez Alstom. Et c'était l'occasion de changer les choses. Et avec l'aide d'Alain Peters, on a décidé de basculer tout ça en agroécologie. Et donc, on a eu un grand chambardement à l'automne, enfin après les moissons 2016. Et aujourd'hui, la ferme, elle ressemble à ça. Donc, on a divisé le parcellaire en 27 parcelles et on a introduit des cultures qui n'avaient jamais été faites sur la ferme. On est passé bio et on a arrêté de labourer. Introduction de bandes herbeuses aussi entre les parcelles qui font toutes entre 2 et 3 hectares. Introduction aussi de prairies temporaires dans la rotation. Ça, c'est une vue de la deuxième année. Là, on a introduit un élevage ovin en septembre avec une troupe de brebis pour commencer à exploiter aussi les prairies temporaires. Et on a commencé à réfléchir aussi à l'installation d'un maraîcher, parce qu'on souhaitait pouvoir installer quelqu'un sur la ferme. Voilà, on est parti sur des brebis solognotes. Oui, ici, le genre de brebis rustique qu'on a sur la ferme. En 2019, on a créé une société civile avec un maraîcher et on a démarré cette activité-là. On a également implanté 2,5 km de haies un peu partout sur la ferme. Et on a eu notre première production bio en 2019 après les 3 années réglementaires de conversion. Et on avait pas mal diversifié aussi l'assolement avec des expériences d'autres cultures, épeautres, avoine, et des choses comme ça, et des mélanges aussi. Là, vous voyez le maraîcher et sa compagne. On avait pas mal de formations aussi sur la ferme, des écoles qui venaient aider pour la plantation de haies, des stages, des séminaires. Donc, on a eu une activité qui a vraiment augmenté sur la ferme. Quelques autres images des serres installées. On a 3 serres pour le moment sur 5000 m² de culture en maraîchage. 2020, on a construit un hangar agricole, une bergerie, on a eu notre premier agnelage. On a acquis des bois et des prairies stratégiques ici sur le côté. Une maison aussi près du maraîchage. Tout ça en vue de permettre et de faciliter l'installation de nouvelles vocations sur la ferme. Voilà quelques photos du nouveau hangar, de nos petits agneaux, d'expérimentations qu'on fait sur les ferments et thé de compost, l'entraînement du chien de troupeau. Les prochaines étapes, c'est on souhaite simplifier la production, continuer le travail avec des ferments, thé de compost, éventuellement charbon actif. Regarder ce qu'on peut faire au niveau synergie et lancer un atelier de volailles, probablement aussi en pâturage tournant, de poules pondeuses. Donc, rénover des bâtiments, installer un éleveur, comme on l'a fait pour le maraîcher, et puis étendre le maraîchage et les ateliers de transformation. Et puis progressivement essayer de transmettre les activités de la ferme. Je me rends compte que, en fait, je suis parti sur...
Voilà. Alors, on va passer maintenant un peu à la partie plus spécifique d'installation et d'accès à la terre sur les Gâtines rouges. Bon, on s'est posé pas mal de questions préalables. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire, avec qui, le contrôle qu'on voulait, les perspectives, gestion du patrimoine. Donc là, c'est une activité de maraîchage. On voulait démarrer aussi de la vente en circuit de proximité. On souhaitait trouver quelqu'un d'expérimenté, motivé et de préférence implanté localement. C'est très, très important. Au niveau du contrôle, on voulait évidemment continuer l'initiative en bio, avoir un contrôle quand même sur ce qui se faisait, administratif, des investissements. Et on ne souhaitait pas du tout de salariés sur la ferme. Donc, on est dans une optique de diversification continue et de pérenne pour les nouveaux installés. Financièrement, on a des moyens pour aider les personnes en démarrage. Et au niveau du risque, comme mon épouse et moi avons 60 ans, on tenait à être prudent sur les personnes choisies pour ne pas se tromper. Et ça, c'était très important pour nous. Et les terres et bâtiments sont déjà transmis à nos enfants, mais on ne voit pas chez eux de volonté de reprendre des activités agricoles. Donc, ils poursuivent des études qui ne les mèneront sans doute pas à une reprise de la ferme. Donc, l'idée, c'est de transmettre progressivement cette ferme en installant des nouvelles vocations dans différents ateliers autour de la ferme. Je ne vais pas vous faire un cours sur le démarrage d'un projet, mais il y a quand même des choses importantes sur lesquelles je voulais insister. C'est surtout le test avant le lancement du projet, un test d'activité. Ça me semble vraiment important. Également associer ça au développement commercial pour voir si toutes les études et les hypothèses qu'on a émises au début du projet tiennent la route. Et l'idéal, c'est de pouvoir tester l'activité avant de créer une structure qui va abriter cette activité. Donc, on a pu le faire avec Jérôme, notre maraîcher, qui était en chômage et pendant 1 an et demi. Mais il a commencé à développer déjà son maraîchage et on a pu faire un lancement commercial avant d'avoir créé une structure juridique ad hoc. Donc, il a fait son lancement commercial avec le soutien de la ferme en place. Et on a vu que ça fonctionnait. Et du coup, on est parti sur la réflexion juridique. Avant ça, sur le maraîchage spécifiquement, il y a pas mal de conditions de réussite. Il y a pas mal d'échecs possibles. Bien sûr, la forme physique, la connaissance du métier, capacité agricole, accès à la terre, accès à l'eau, financement au démarrage, connaissance du territoire, synergie, aide bénévole, logement. Jérôme cochait à peu près toutes les cases, sauf la connaissance du métier. Il est horticulteur de formation, mais a fait l'essentiel de sa carrière comme maçon. Donc, il souhaitait se remettre les mains dans la terre. Mais il apprend rapidement et donc il fait de gros progrès en maraîchage sur sol vivant. Et puis l'accès à l'eau, c'est une faiblesse en fait de notre système. On n'a que 3 puits et qui fournissent pas assez, donc on est un peu dépendant de l'eau du réseau en période de forte chaleur. Donc si on ne réunit pas au moins 7 de ces conditions-là, je pense qu'en maraîchage, il ne faut pas essayer. C'est très très difficile. Alors, pour le lien juridique, évidemment, si on fait une association avec une personne comme ça, il faut soigner le facteur humain. Et ça, c'est une chose à laquelle on essaie de porter une grande attention. Au niveau de la structure juridique, là, on a le choix, je dirais. Nous avons opté pour une société civile d'exploitation agricole. Il y avait d'autres possibilités. Hein. Il y a EARL, il y a un GAEC, il y a un bail, pourquoi pas. Donc salariés, on n'en voulait pas. Mais bon, les avantages de la SCEA, je ne suis pas juriste, mais voilà les avantages qu'on y a trouvés. Jérôme n'avait pas de sous à mettre au départ, pas du tout. Donc là, il n'y a pas de capital minimum et on est parti avec 2 000 €. Souplesse du travail, la rémunération des associés. Tous les associés ne sont pas obligés d'être rémunérés. Donc Jérôme fournissant l'essentiel du travail pour le maraîchage, c'est lui qui est rémunéré.
l'objet est agricole, donc la fiscalité est agricole et on a une transparence fiscale. On peut acquérir la capacité agricole si un des associés est agricole, a la capacité dans la SCEA, les autres l'acquièrent au bout de 5 ans. L'autre avantage d'être en société agricole, ce sont l'accès aux formations. En France, il y a le VIVEA qui finance des formations. Et ça, c'est vraiment très, très bien parce qu'il y a beaucoup de choix et beaucoup de formations très, très pertinentes en France. Et puis, un autre avantage, c'est la constructibilité sur le terrain. Et là, Jérôme a pu installer une maison mobile sur le terrain. Je crois que si on n'était pas en SCEA, ça n'aurait pas été possible. Et enfin, la transmissibilité. Nous, notre idée, c'est de remettre les clés de la SCEA dès que possible à Jérôme intégralement, dès que l'activité sera bien lancée, et on verra. Donc ça, il suffira pour nous de céder nos parts et pour lui de rembourser les comptes courants qui ont servi au financement de l'activité. Les inconvénients d'une SCEA, c'est la responsabilité illimitée des associés, la concurrence de leur participation. C'est limité aux activités agricoles, j'en ai parlé, mais on risque vite de dépasser l'objet si on fait notamment de l'achat-revente ou si on veut faire du commerce. Donc ça, c'est les limites de cette structure-là. Au niveau des détails, on s'est associé 50%, donc Jérôme a 50% des parts et moi et mon épouse en avons 50%. On a mis à disposition 1,4 hectare, donc c'est mon épouse qui est propriétaire et en tant qu'associée, elle met à disposition le terrain. Donc tout ça, il faut juste un contrat et une division cadastrale qu'on a fait faire par un géomètre. Le capital n'est que de 2 000 €, donc 1 000 € chacun. Et nous avons financé par rapport en compte courant 3 serres, de l'irrigation et puis divers matériels. Et aujourd'hui, on a 26 000 € qui ont été financés pour la SCEA par nous sous forme d'apport en compte courant, ce qui ne dilue pas Jérôme. Et on a pu commencer à le rémunérer en 2019, 500 € par mois, et on sera à peu près au SMIC, au salaire minimum, 1 200 € cette année, avec un chiffre d'affaires, 19 000 € en 2019, 34 000 en 2020 en prévisionnel, et un chiffre en augmentation constante. Donc, on pense qu'à partir de l'année prochaine, on va pouvoir commencer à rembourser une partie de ces comptes courants-là et rendre Jérôme de plus en plus autonome au niveau de la SCEA, avec en vue, à un moment donné, de pouvoir lui remettre les clés du potager. Au niveau division du travail, Jérôme est associé gérant rémunéré, donc il fait le maraîchage, la vente directe. Mon épouse, associée, financeur, propriétaire du terrain, bénévole. Nous avons beaucoup d'accueil de woofers et de stagiaires qui sont également mis à disposition du potager et qui procurent une grande aide à Jérôme pour la production. C'est presque un équivalent temps plein sur une année. Et on a en permanence 3-4 woofers ou stagiaires présents à la ferme. C'est Brenda qui s'occupe de leur accueil, nourriture et logement. Pour ma part, je suis associé financier bénévole, je suis la comptabilité, j'étudie les investissements et je procure aussi un support logistique avec les outils de la ferme quand c'est nécessaire pour le maraîchage. Et la compagne du maraîcher, donc Claire, est également bénévole. Elle aide pour la vente directe, la tenue de la caisse et le développement commercial et elle est une aide régulière au maraîchage. Elle a son activité par ailleurs, je vous montrerai dans un prochain slide. Au niveau des forces et des faiblesses de notre système, on coche beaucoup de croix vertes là. On est très bien situé, on n'est qu'à 1 heure de Paris sur une route très passante. Et il y a plein de synergies locales et avec la ferme. Faiblesse, l'accès à l'eau, j'en ai parlé. L'organisation du maraîchage qui n'est pas encore, je dirais, optimisée au niveau production. Et puis le fait qu'il n'y a pas de statut marital entre Jérôme et Claire, donc ça pourrait éventuellement poser un problème. Au niveau des opportunités, la crise sanitaire a donné un gros coup de boost au circuit court. On a vu notre clientèle quasi doubler cette année. On a une demande bio en augmentation constante, un gros potentiel client qui n'est pas tout à fait exploité encore. Les menaces, toujours le facteur humain, il faut vraiment soigner la relation.
changement climatique avec des grosses sécheresses et voilà. Et puis la succession de notre part est vraiment quelque chose qu'il faut commencer à envisager dès aujourd'hui. Mais je pense qu'on a déjà une bonne base pour que ce soit un succès. Dernier slide qui vous montre l'organisation générale de la ferme aujourd'hui. Donc on a une SCEA pour la ferme entre mon épouse et moi, la SCEA du potager. On a une association qui fait les formations, les stages. Claire, la compagne du maraîcher, elle a ses activités, profite également de synergie avec le potager pour faire des plantes médicinales et autres, est également dans l'enseignement et les formations. Et puis on a des woofers qui viennent, et des aides et des stagiaires qui sont mis à disposition, essentiellement du potager, mais qui viennent également aider sur la ferme. Voilà le système mis en place. J'ai fini, merci beaucoup. Eh bien, merci Philippe. C'est encore un très bel exemple de synergie entre des propriétaires et des porteurs de projets. Et on va terminer les exposés par celui d'Olivier Lefebvre. Olivier. Oui, bonsoir à tous. Si tu as une présentation que tu veux je vais partager mon partager. N'oubliez pas de poser vos questions au fur et à mesure, on les note et puis on reviendra tout à l'heure sur ces questions. Voilà, donc le point d'entrée de Permaproject n'est pas directement ou uniquement l'accès à la terre, c'était plutôt en partant, je dirais, de l'approche agroécologique, permaculture et avec un focus plutôt sur le maraîchage en petite surface, au moins au départ. On a été assez vite convaincu que d'un point de vue environnemental, c'est une approche qui est évidemment fantastique. D'un point de vue qualité nutritionnelle des produits, c'est aussi magnifique. Et que le vrai défi, c'est la viabilité économique de ce genre d'approche, surtout si on est en petite surface, peu mécanisé, etc. On s'est basé sur les études qui ont été faites sur cette question, notamment les recherches d'Antoinette Dumont en Belgique et de Kevin Morel en France, sur la viabilité du maraîchage non ou peu mécanisé sur petite surface. Et si je prends les chiffres d'Antoinette Dumont, on arrive à une rémunération moyenne nette de 750 € pour un équivalent temps plein par mois, ce qui est évidemment pas très viable. Ce qu'on constate aussi dans ces études, c'est que autour de cette moyenne, il y a des écarts-types assez importants. Donc, on s'est dit, si on parvient à faire tout bien, on devrait pouvoir y arriver. Ça, c'est une première considération. La deuxième considération, c'est que quand on regarde les causes d'échec, et il y en a malheureusement beaucoup, on a souvent une première cause qui est la solitude des porteurs de projets ou des initiateurs. Ce qui les rend assez peu résilients en cas d'accident, quel qu'il soit. La deuxième, c'est qu'on demande à ces gens d'être multicompétents et très compétents parce que cette approche agroécologique est une approche qui est quand même très technique, qui demande beaucoup de maîtrise de beaucoup de choses, mais il faut non seulement être très bon sur le plan technique, il faut être très bon sur le plan commercial parce qu'on sait que c'est très tendu. Économiquement, il faut être aussi très bon sur le plan administratif pour ne pas se prendre d'un point de vue bio, d'un point de vue TVA ou d'autres choses. Et voilà, il faut être aussi présent sur Internet et que sais-je. Et alors, la troisième cause d'échec, c'est souvent l'inadaptation des moyens. C'est-à-dire que soit on en a... Souvent, les jeunes qui se lancent ont peu de moyens économiques et donc soit ils se surendettent, soit ils sous-investissent. Il faut déjà effectivement accéder à la terre, ce qui est très coûteux. Il faut quand même s'équiper, il faut faire un bon design, etc. Tout ça, c'est compliqué. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de maximiser les chances de succès, d'aider des jeunes à se lancer dans ce type d'activité, mais dans les meilleures conditions possibles. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre à disposition une infrastructure, bien sûr un terrain, mais aussi un design, mais aussi des outils de production et de transformation, des services partagés pour soulager, je dirais, et mutualiser un certain nombre
de services, que ce soit le support comptable, financier, etc. Et alors aussi un accompagnement, non seulement humain, etc., mais aussi technique et scientifique, de manière à ce que ces leaders de projet ne se retrouvent jamais seuls. Ils sont inévitablement confrontés à des difficultés. Il y a toujours quelqu'un qui peut être en dialogue avec eux pour les aider. On a aujourd'hui, Alain l'a dit dans l'introduction, 2 sites qui ont été lancés. On est encore tout jeune, hein, on est en première saison, 2020, c'est notre première saison sur les 2 sites. Un site dans le Condroux, à Achet, sur la commune de Hamois, sur lequel on a 2 projets qui ont démarré cette année-ci, un maraîchage qui est en première saison et une production de semences bio en Thésis, qui est aussi en première saison. Et on a des projets d'herboristerie qui s'installent. Et à Waterloo, on a également, à la ferme de la Papelotte, un maraîchage aussi en permaculture et une production d'aromatiques. Ça, ce sont les projets qui sont lancés aujourd'hui. Il y en aura d'autres derrière. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de passer en vue les modèles que l'on a, parce qu'on a jusqu'à présent en tout cas 2 types de modèles très différents. Premier modèle, c'est ce qu'on va appeler le modèle couvé, où en fait, c'est un peu l'idée de Philippe qui vient d'évoquer l'idée du test, et on l'applique pour l'instant sur les 2 projets de maraîchage, qui sont, comme je l'ai dit, les plus tendus d'un point de vue économique. Et donc, ces modèles couvés, c'est quoi? C'est un modèle dans lequel on ne crée pas encore de structure juridique par rapport à ces projets. Cette activité se passe au sein de la structure juridique PermaProjex. C'est donc PermaProjex qui a le numéro d'exploitant agricole, qui est assujetti à la TVA, qui répond à l'AFSCA, etc., qui apporte les conseils techniques, notamment d'Alain au niveau scientifique et de Michael Dossin sur le plan pour l'aide directe aux maraîchers. Les maraîchers sont des entrepreneurs indépendants et qui, en fait, prestent un service à PermaProjex dans un premier temps, avec l'idée que leur facturation va être fonction de la marge brute qui va être dégagée sur cette activité, sur base d'une comptabilité analytique, bien sûr, par projet. Et donc, en fait, on a une répartition, on les met en situation d'être indépendants, si ce n'est qu'au lieu de devoir s'endetter dans une banque et trouver les moyens, on leur apporte l'infrastructure, on leur apporte les moyens d'exploitation, etc., et tout l'accompagnement que j'ai évoqué, mais néanmoins, eux doivent faire les bons choix de plan de culture, de commercialisation, pour amener une marge qui va leur permettre de se rémunérer. Alors c'est vrai que, et ça fait un peu allusion au système de convention de cautionnement de Fontaine, c'est vrai que, en particulier en première année, on sait qu'on ne va pas encore arriver à cet équilibre. Pour parler 2020, sur le maraîchage de la Préale dans le Condroux, on a 2 maraîchers qui sont là 3 jours par semaine, qui ont pu se rémunérer avec un chiffre d'affaires de 37 000 €, ce qui est pas mal pour une première année, mais avec un cash drain, donc une perte cash encore de 7 000 € qui est assumée par PermaProjex dans un premier temps pour leur permettre à eux de ne pas se mettre en péril économique. Toujours dans cet exemple-là, la deuxième année, en 2021, le plan de culture prévoit un chiffre d'affaires de 60 000 €, ce qui permettrait aux maraîchers d'abord de payer toutes les factures, bien sûr, et de se rémunérer et de passer avec un résultat cash légèrement positif. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est un objectif à 4 ans où on devrait être capable d'arriver à un équilibre économique, c'est-à-dire de couvrir non seulement les factures, non seulement la rémunération des maraîchers, mais aussi l'amortissement de tous les investissements et une rémunération de l'ordre de 2% du capital immobilisé dans le projet. À ce moment-là, ça réplique en quelque sorte une situation dans laquelle, en tant qu'indépendants, leur business devient viable. Et à ce moment-là, l'idée, c'est ce qu'on appelait la clause de rendez-vous, c'est de leur proposer à ce moment-là de créer une structure juridique
et ce qui nous amène un peu dans le modèle à ce moment-là de Froidefontaine aussi, qui sera une structure juridique partagée dans laquelle Permaprojects pourra apporter la partie non amortie encore des investissements initiaux. Donc, ça, c'est un peu le modèle couvé qui vise à aider vraiment en couvant cette activité à la rendre progressivement viable, mais en la tenant un peu par la main, et dans un deuxième temps, à lui permettre de voler de ses propres ailes une fois qu'elle a atteint son seuil de viabilité économique. On a un autre modèle qu'on applique par exemple avec Anthesis, donc la production de semences bio. Là, c'est deux agronomes qui sont venus nous trouver avec un projet qui était déjà relativement mature, connaissant bien le secteur de la semence, avec quelques années de pratique derrière eux, etc. Et par contre, on les aide en leur donnant accès à la terre, à un terrain déjà certifié bio, ce qui était essentiel pour eux. On leur donne accès aussi à l'infrastructure, à l'irrigation, à une série de choses, ce qui est intéressant pour nous parce que ça nous permet de mutualiser certains investissements que l'on avait fait pour le maraîchage. Et puis, on les accompagne aussi d'une autre manière pour soulager leur trésorerie de départ, c'est que Permaprojects a acheté et investi dans les équipements, en tout cas les équipements génériques, c'est-à-dire les tunnels de maraîchage, un tracteur, quelques équipements génériques. Je leur ai dit, moi, je ne veux pas investir dans des batteuses ou des systèmes de tri de semences, etc., parce que si malheureusement vous vous cassez la figure, c'est un risque que je ne peux pas prendre, je ne saurais pas quoi en faire. Mais des équipements génériques, on pourra toujours soit les réutiliser à autre chose, soit les revendre. Et donc voilà, c'est un peu un autre modèle d'amorçage où ils sont suffisamment autonomes et avec un business plan assez robuste, mais où on peut leur donner accès à la terre et leur donner, les soulager en termes de trésorerie, de préfinancement d'équipement en quelque sorte. Alors ça, ce sont un petit peu les modèles que nous expérimentons aujourd'hui. On n'a pas du tout de prétention parce qu'on est vraiment au tout début. Ici, vous avez une image du site de la Préal, où vous voyez en avant-plan les 5 tunnels et les cultures de la production de semences, qui prend un peu plus de place, hein, ils sont quand même sur 1,5 hectare. Et à l'arrière-plan, vous avez 3 tunnels de maraîchage. On est là sur aujourd'hui 1500 mètres carrés de maraîchage bio-intensif, et ça devrait monter jusqu'à 3000 mètres carrés progressivement. Voilà, je vais m'arrêter ici, comme ça je n'abuse pas de mon temps de parole. Un grand merci, c'était extrêmement clair aussi. C'est évidemment très, très beau de voir la générosité, les investissements et les prises de risque de ces différents propriétaires. Et il y a une première question qui a été posée à Gaëtan, et à Alexis bien sûr, mais qui pourrait être posée à tout le monde, je pense, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a le retrait d'un porteur de projet, d'un administrateur de la société? D'accord, j'avais noté, qu'est-ce qui se passe si un investisseur veut se retirer? Mais je peux répondre aux deux questions, du coup. D'abord, j'excuse Alexis qui a dû s'absenter, donc il n'y aura que moi pour répondre aux questions. Je vais vraiment sortir. Donc, si un investisseur veut se retirer, alors dans notre modèle, les investisseurs tiers, donc qui bénéficient du tax shelter, ne peuvent pas se retirer. Il n'y a pas de possibilité de retrait comme il y en a dans certaines coopératives, mais pas dans Terre en Vue. Je crois Terre en Vue, il faut aussi quelqu'un d'autre qui prend la place de l'associé sortant. Chez nous, c'est la même chose. Donc, s'il trouve un autre associé pour reprendre ses parts, il peut se retirer. Mais sinon, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de liquidité des titres qui est prévue. Et c'est pour ça qu'on prévoit en fait la sortie progressive de l'actionnaire à partir de l'année 4. Parce que pour le tax shelter, il faut garder ses parts pendant 4 ans minimum. Et donc, à partir de l'année 5, les investisseurs sont remboursés au fur et à mesure en fonction des capacités de remboursement de la société en commandite. Et voilà, ça c'est un mécanisme qu'on a réfléchi pour pallier au manque de liquidité des titres. Qu'est-ce qui se passe si un des entrepreneurs souhaite mettre fin à l'activité? Eh bien là, en fait, on a beaucoup réfléchi à ces questions en co-création avec les porteurs de projets qui sont avec nous depuis le départ, parce que Froidefontaine s'est beaucoup construit aussi en co-création au départ. Hein. Il y a eu un premier appel à projet, on a réfléchi à des tas de questions ensemble, et notamment ce type de questions. Et donc,
on a un pacte d'actionnaires. Donc, c'est mon passé et mon présent toujours, d'ailleurs, mes deux juristes, fait qu'on a pas mal réfléchi à ces questions. Et c'est vrai que c'est pas toujours agréable lorsqu'on se lance dans un partenariat de réfléchir à tiens, qu'est-ce qui va se passer le jour où on ne s'entend plus ou le jour où l'activité, on devra bien constater qu'elle ne fonctionne pas. Et donc voilà, là, il y a tous des mécanismes contractuels qui cherchent à répondre au mieux aux différents types de situations dans lesquelles on pourrait se retrouver. Donc, pour une raison X, Y, mais c'est la faute de personne, l'agriculteur est tombé amoureux d'une éleveuse en Australie et veut aller la rejoindre. Mais voilà, tous ces cas-là ont été prévus de manière à mettre fin au partenariat dans les meilleures conditions. Et si possible, maintenir l'activité. Donc, trouver un remplaçant, si possible, au porteur de projet. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à ces questions de retrait des partenaires? Oui, Zoé. Oui, mais je peux préciser aussi. Donc, effectivement, le retrait, que ce soit le retrait des coopérateurs ou la fin d'activité, parce que c'est vrai que c'est quand même des questions importantes. Donc, le retrait des coopérateurs, donc effectivement, l'idée, c'est qu'on ne puisse jamais devoir revendre des terres pour rembourser les coopérateurs qui désiraient se retirer. Mais en même temps, on veut une certaine fluidité et la possibilité de retrait existe. Donc, en fait, à partir du moment où il y a un coopérateur qui rentre pour compenser le retrait peut être réalisé. Et donc, ça arrive de temps en temps qu'il y ait quelques coopérateurs qui aient besoin de récupérer leur argent. Et vu que chaque fois, on lance des appels à l'épargne pour des nouveaux projets, il y a en permanence des coopérateurs qui entrent. Et entre-temps, on a pu créer un petit fonds de réserve qui permet une certaine fluidité du capital, une ouverture à ça. En cas d'arrêt de l'activité de l'agriculteur, là c'est une question encore beaucoup plus délicate et compliquée effectivement. Donc ce qui a été prévu, c'est que l'agriculteur peut proposer un repreneur pour son activité qui entre évidemment dans les critères de terre en vue. Et à partir du moment où c'est le cas, la personne peut reprendre. Maintenant, il faut qu'il y ait nécessairement un repreneur. Et là, on est dans un cas, par exemple, où il y a une remise d'un projet de maraîchage et où on est donc à la recherche du coup d'un repreneur. Donc là, c'est évidemment mobiliser le réseau Terre en Vue pour permettre la suite des activités. Donc ça, c'est voilà, une question qu'on doit résoudre en permanence au fur et à mesure des cas qui se présenteront. Mais jusqu'à présent, voilà, il n'y a qu'un cas qui s'est présenté. C'est vrai qu'on filtre beaucoup nos projets en amont et ils sont déjà assez matures en fait au moment où ils sont soutenus par Terre en Vue. Donc souvent, effectivement, on a parlé des tests d'activité. Beaucoup de personnes passent d'abord par un test d'activité où on déjà une certaine expérience avant d'acquérir des terres via Terre en Vue, ce qui limite du coup le nombre de retraits ou d'arrêts. Voilà. Alors, une autre question plutôt juridique pour Philippe. Comment avez-vous procédé pour pouvoir tester l'activité avant de construire la structure ad hoc, notamment pour la vente? Je suppose que c'est aussi une question qui porte sur des problèmes qui pourraient survenir pendant cette phase. Mais nous avions la structure de la ferme en place, bien sûr. Hein. Donc, ce qu'on a fait, c'est que Jérôme, lui, touchait ses indemnités de chômage. S'était inscrit en tant que créateur d'entreprise au niveau de Pôle emploi en France. Donc, ce qui lui donnait toute latitude pour démarrer, créer son activité. Donc, il a directement commencé par faire des planches. On a installé une serre sur les deniers de la ferme. Et il a commencé à cultiver des tomates qui ont été vendues en première année et donc vendues à la ferme, par la ferme, à des clients de proximité. Et on a vu qu'il y avait vraiment de l'attraction et donc ça nous a confirmé dans le démarrage du projet au niveau juridique. Et donc dans un second temps, on a créé cette SCEA pour vraiment lancer Jérôme sur des bases juridiques claires et séparées de la ferme à ce moment-là. Et donc, les actifs qui avaient été achetés par la ferme ont été versés, apportés au niveau du bilan de la SCEA créée. Sous donc, forme la structure juridique de la ferme sert de tampon. Voilà, il a servi d'amorçage, en fait, oui. De pépinière. Alors, une question juridique aussi pour Olivier. Comment avez-vous réussi à acquérir votre terre? C'est vrai que ce n'est pas facile. Pourriez-vous nous rappeler votre format juridique? Et juste avant de répondre à la question, pour revenir sur ce que Philippe vient de dire,
En fait, ton modèle, Philippe, de démarrage de test est assez proche du modèle que nous avons aussi chez Permaproject. Ça se passe à travers la structure. Bon, on pourrait prendre la question. Donc, Permaproject, c'est une SRL, une SPRL dans l'ancien jargon et une SRL dans le nouveau jargon du droit des sociétés, qui a été créée par 4 personnes, mon épouse et moi-même d'une part, et 2 frères, Nicolas Janssen et Charles-Antoine Janssen, pour ne pas les citer. Les terres sont d'un côté, et on a voulu commencer sur des terres qu'on maîtrisait bien, donc d'un côté, dans le projet du Condro, c'est une ferme que nous avons acquise à titre privé, mon épouse et moi-même, une ferme qui s'étend sur 5 hectares, donc ce n'est pas très très grand. Et de l'autre côté, à Waterloo, on est sur des terrains qui appartiennent à la famille Janssen à travers une structure familiale. Et donc, on a mis en place des contrats de location long terme sur les 2 sites entre Permaprojects et les structures propriétaires, soit nous-mêmes, soit la société de l'autre côté. C'est relativement simple, ce n'est pas des bois fermes, ce sont des contrats de location long terme qui ont été mis en place sur les 2 sites. Alors, une autre question pour Philippe. Comment s'organise la gestion des cultures d'élevage? Concrètement, qui s'en occupe? Alors, une question d'une autre nature. Pourquoi ne pas remettre le domaine à Terre de Liens? On peut quand même répondre à la question. Mais un commentaire final. Merci pour vos engagements et recherche de solutions à tout cela. Non, nous sommes propriétaires de la terre, hein, donc, et nous entendons le rester. Elle est déjà transmise à nos enfants. Le fait d'être propriétaire J'ai eu un souci de micro, excusez-moi. J'ai une connexion instable. Donc, nous sommes propriétaires des terres et nous entendons le rester, garants aussi de l'agriculture qui s'y passe. Donc, on tient à ce que ça continue en bio et en agroécologie. Pour ce qui est des grandes cultures, je m'en occupe personnellement. Donc, on a quasi tout le matériel nécessaire, à part la moissonneuse qu'on fait faire par un prestataire. Donc, le côté grande culture, c'est moi qui m'en occupe et l'élevage également avec mon épouse. Là, pour l'élevage, on s'en occupe tous les deux. Notre volonté, c'est d'installer un éleveur selon le même schéma qu'on a fait pour le maraîchage. Alors, par rapport à Terre de Liens, bon, étant propriétaire, il n'y a pas de problème d'accès à la terre. Terre de Liens, si je comprends bien, met à disposition des terres pour des agriculteurs. Ben, nous faisons un peu le même boulot que Terre de Liens, mais sur nos propres terres. Donc, il n'y a pas de raison qu'on leur cède nos terres. Voilà, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement prendre des parts de coopérateurs chez Terre de Liens. Mais non, céder nos terres, je ne vois pas l'intérêt que ça aurait. Bien. Alors, une question assez générale, mais posée spécifiquement à Gaëtan. Comment est calculée la location de la terre et comment le producteur est-il lié au propriétaire dans l'accès au marché? Alors, la question du loyer, c'est une très bonne question, puisque, enfin, elle est centrale, elle est critique. Dans le cadre du projet qui est en place, donc à la ferme de Froidefontaine, la réponse courte, c'est fermage plus 50%. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on peut demander, ce qu'un propriétaire peut demander à un agriculteur dans le cadre d'un bail de carrière ou un bail de longue durée. Voilà, donc c'est fermage plus 50%. Maintenant, donc on a notamment donc pour la société Champ-de-Barcy, qui est donc gérée par l'agriculteur qui fait des grandes cultures. On est à la recherche de davantage de terres. Et on se rend compte que c'est compliqué avec ce type de revenus-là de concurrencer les sociétés de gestion de terre, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui sont problématiques dans le paysage agricole belge et avec lesquels les agriculteurs ne peuvent pas, enfin voilà, ils ne peuvent pas les concurrencer, ou en tout cas à la ferme, Benjamin, il ne peut pas mettre le même prix qu'une société de gestion de terre pour accéder aux terres. Et donc c'est une question qu'on remet sur
la table assez régulièrement. On réfléchit éventuellement à des loyers incitatifs pour les propriétaires ou une partie, enfin, il y aurait un loyer de base modique qui pourrait être augmenté en fonction du chiffre généré par l'agriculteur. Mais là, de nouveau, on est dans des questions très sensibles parce que, à raison, il y a des agriculteurs à qui ça rappelle des mécanismes tels que le métayage. Donc voilà, question très sensible. On aimerait bien ne pas devoir se la poser et avoir des propriétaires qui confient les terres juste convaincus ou conscients de la réalité de l'agriculture, du monde agricole et dans un souci écologique et social de permettre à des petits agriculteurs ou des mimaculteurs, donc des nouveaux paysans, de s'installer. On se rend compte que c'est pas toujours aussi évident et donc c'est une question critique. Alors, par rapport au lien avec le propriétaire sur la question de l'accès au marché, là, alors peut-être que le petit schéma manquait en clarté, mais il n'y a pas de lien entre le propriétaire et le porteur de projet sur la question de la commercialisation. L'idée, c'est que Froide Fontaine et CRL, qui n'est pas le propriétaire, qui joue le rôle d'intermédiaire, joue également le rôle de facilitateur pour la commercialisation des produits. L'idée étant que, étant donné qu'on regroupe un certain nombre de producteurs qui partagent un cahier des charges exigeant, qui se côtoient, probablement sont en contact chacun avec des points de vente de leur côté, mais il y a une volonté de mutualiser cette force d'accès au marché, donc s'adresser ensemble aux épiceries qui vendent leurs produits, aller ensemble chez un restaurateur, etc. Donc là, Froide Fontaine facilite, mais le propriétaire n'intervient pas. Est-ce que Olivier et Philippe veulent répondre à cette question de prix de location de la terre? Mais tout dépend de ce qu'on en fait. Je veux dire, il est clair que sur un projet, par exemple, de maraîchage bio-intensif sur petite surface, la contrainte n'est pas le prix de location. Parce que comme on a une très très forte valeur ajoutée au mètre carré, sur très peu de mètres carrés, on peut créer suffisamment de revenus. La contrainte est plutôt l'intensité en travail et le coût du travail dans nos pays. Même si on n'est pas sur de l'emploi salarié, mais de l'indépendant. Et c'est le coût du travail, c'est la rémunération correcte et satisfaisante du travail fourni. Cela dit, moi je constate qu'avec les prix du foncier agricole en Belgique, je pense qu'il n'y a aucune activité agricole qui ne permette de justifier ces niveaux de prix. Donc, quelque part, il y a cet investissement dit valeur refuge qui contribue à une inflation sur les prix à une période où les taux d'intérêt sont ce qu'ils sont et où les marchés boursiers sont chers, l'immobilier est cher, etc. Et donc, ça crée une inflation d'actifs et ça, c'est extrêmement préjudiciable pour l'accès à la terre de manière générale et donc l'arrivée non seulement l'arrivée de nouveaux exploitants, mais même les transmissions intrafamiliales, parce que ça crée des difficultés de transmission intrafamiliale dans le milieu agricole aussi. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que Zoé a dit tout à l'heure, en disant il faut que ce marché soit mis à l'abri d'une forme de spéculation qui crée une tension qui est vraiment très, très problématique. Hein. Aucune activité agricole ne peut justifier des prix de 40, 50, 60 000 euros comme on le voit dans certaines régions. Ça n'a aucun sens. Et donc, comment aborder cette question-là? Moi, je pense qu'il faut arriver à des mécanismes de type droit de préemption en second rang, après le droit de préemption prévu par le bail agricole, et que ça soit financé peut-être par une forme de terre en vue de grande ampleur, hein, qui pourrait être inspiré par exemple du National Trust en Angleterre ou d'autres mécanismes de ce genre-là, c'est-à-dire d'un grand crowdfunding citoyen pour préserver notre patrimoine collectif qui est le patrimoine agricole et qui soit mis à disposition des exploitants, des agriculteurs, moyennant le respect d'un cahier des charges
en termes de pratiques pour protéger le patrimoine aussi dans sa qualité environnementale et autres. Très bien. C'est un stade un peu plus politique. Et, c'est intéressant. Il y avait d'ailleurs une question qui portait sur les évolutions qui pourraient améliorer la situation actuelle, mais c'est une question très large. Je ne sais pas si Zoé veut y répondre, puisque tu as travaillé dans un cabinet ministériel, si je ne me trompe pas. Oui, en effet, c'est une question très large. Mais peut-être juste pour embrayer par rapport à ce que Olivier disait et pour apporter plus de précision par rapport à ce que j'ai déjà dit. Donc, je parlais de la tension énorme qu'il y a entre le marché acquisitif, qui est donc totalement libéralisé et dérégulé, et le marché locatif, qui lui est vraiment cadenassé. Donc, juste pour apporter encore quelques éclairages, le loyer, dans le cadre de la loi sur le bail à ferme, est calculé de la manière suivante. C'est le revenu cadastral multiplié par un coefficient qui est aux alentours de 3. On arrive en moyenne entre 150 à 300 euros par hectare par an. Voilà. Et ce calcul-là, en fait, le calcul du coefficient est basé sur l'évolution des revenus agricoles. Donc là, on lit vraiment la capacité agricole dont parlait Olivier, qui est par contre incapable de rembourser des prix au niveau de l'acquisition. Donc voilà, ce qui est embêtant aussi, c'est quand même que ce fermage est calculé de manière très générale, et donc tant pour l'élevage que pour le maraîchage de petite surface, c'est un montant qui est le même. Et donc, voilà, ça peut poser question parce qu'effectivement, les capacités financières sont différentes en fonction aussi du nombre d'hectares qu'on a et de l'activité qu'on y développe. Mais voilà, c'est vrai que c'est une question sans fin, de la même manière que pour Froide-Fontaine, à Terre en Vue aussi, ça a posé énormément de questions aussi de savoir en fait quel était le sens de ce loyer et quel loyer on allait choisir. Voilà, parce que c'est une question très compliquée. Pour donner encore un éclairage, il parlait des contrats de culture, les contrats de culture et les contrats de société de gestion. Là, ils sont en général à 1000 voire 1500 euros l'hectare. Donc, ça donne aussi un éclairage de plus. Mais on est vraiment persuadés qu'il faut absolument réguler surtout le marché des terres. Ça, c'est vraiment la clé dans les messages à passer aux politiques. Très bien. Merci Zoé, puis merci à tous. Le temps passe vite, on est déjà à la fin de ce webinaire. J'ai l'impression que d'une part, on a abordé beaucoup de sujets très intéressants. J'espère que ça vous a plu à tous, surtout répondu au moins partiellement à vos questions. J'ai aussi le sentiment que c'est une première étape, c'est un premier webinaire, il y en aura peut-être d'autres. Agroécologie Europe a publié aussi des fact sheets, des feuilles de faits, si on les traduit, donc des petits fascicules qui expliquent, résument plutôt certains webinaires. On peut essayer de faire ça ici aussi, mais c'est sûrement une première étape en tout cas pour ce sujet très important et qu'on est loin d'avoir épuisé ce soir. Un grand merci à tous les orateurs qui ont vraiment contribué de façon très importante, très claire à la problématique. Merci aussi pour ce qu'ils font encore, et plusieurs auditeurs sur Facebook l'ont dit. Merci à vous. Merci bien sûr aussi à Terre en Vue comme association, mais c'est la même démarche. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée en tout cas, et puis vous savez qu'Agroécologie Europe organise régulièrement des webinaires, en ce moment un par mois pratiquement en français, mais on en organise aussi en italien, en grec, en espagnol, pour ceux qui comprennent ces langues, et curieusement pas encore en anglais, mais ça viendra sûrement, mais certainement encore en français. Le prochain d'ailleurs en français, c'est en janvier, sur la génétique des blés en agroécologie. Il faut des génétiques différentes et en conventionnel, et on abordera cette thématique-là. Voilà, à bientôt et encore un grand merci à tous.